faut savoir pour les particules, c'est qu'elles sont extrêmement diverses et ce qui rend complexe leur étude. Diverses en termes, selon leur origine, les sources, elles peuvent être naturelles ou anthropiques, elles peuvent être primaires ou secondaires. Diverses en termes de taille, en termes de nombre et en termes de composition chimique, par les éléments qui sont adsorbés à leur surface. Et ces trois éléments sont très importants parce qu'ils vont conditionner la toxicité de ces particules. Et les effets biologiques sont assez bien documentés à l'heure actuelle, à partir d'expérimentations animales ou d'études sur des cellules. Et ce sont les particules fines et les particules les plus fines qui sont les plus préoccupantes en raison de leur fort degré de déposition dans l'appareil respiratoire, puisque les plus fines vont aller jusqu'aux alvéoles et les ultra fines vont même passer dans le sang. Et en raison de leur aptitude à entraîner une inflammation et un stress oxydant. Et par ailleurs, des études montrent que les particules issues des véhicules diesel ont l'aptitude à majorer la réponse d'individus sensibles à des allergènes, à des pollens par exemple. Donc tous ces effets biologiques sont des arguments qui viennent en appui aux constats épidémiologiques, aux observations qui sont faites en population et qui montrent que l'exposition aux particules peut être associée à des décès, des décès prématurés par maladie cardio-respiratoire et être associée à une morbidité respiratoire essentiellement, exacerbation de l'asthme, de pathologies chroniques respiratoires ou cardiaques. Donc voilà tout ce que l'on sait. On sait également que certaines populations sont plus sensibles et ce sont les personnes qui souffrent de pathologies chroniques sous-jacentes, par exemple respiratoires ou cardiaques. Donc dans ce contexte, quelles sont les pistes de recherche actuellement? Il faut mieux apprécier l'exposition des individus parce qu'elle est variable suivant les lieux. Mieux apprécier l'exposition à l'échelle individuelle pour pouvoir, mieux connaître les composants des particules, pour pouvoir mieux établir des relations, ce qu'on appelle des relations dose-réponse, c'est-à-dire qui relient les effets que l'on observe à l'exposition. Donc ça, c'est une des pistes de recherche. Il faudra aussi mieux documenter les effets à long terme et sans doute s'intéresser à d'autres effets, par exemple l'effet sur la cognition, sur le développement neurocomportemental chez les enfants, par exemple. On a beaucoup progressé au cours de ces dernières années sur l'impact des aérosols sur le climat. On a en particulier montré que ces aérosols avaient un effet radiatif, c'est-à-dire affectaient le bilan énergétique de la planète d'à peu près le même ordre de grandeur que l'effet exercé par les gaz à effet de serre. La grande différence, c'est que l'incertitude qui demeure sur la connaissance qu'on a de ces effets sur les aérosols est bien plus grande que celle qu'on a concernant l'effet des gaz à effet de serre. Et ceci résulte essentiellement de la faible durée de vie de ces particules d'aérosols, qui restent en gros une semaine dans l'atmosphère, comparativement à des composés comme les gaz à effet de serre qui vont rester plusieurs années. Plus le nombre de particules dans l'atmosphère est importante, plus la taille des gouttes dans les nuages est petite, donc les propriétés de l'effet parasol des nuages va être modifié par la modification de la taille des gouttes. Et puis, si les gouttes sont trop petites, on ne va pas avoir de précipitation. Donc, le nuage va vivre plus longtemps que ce qui se produit s'il y a moins d'aérosols et donc que toute l'eau est concentrée sur un nombre plus petit de particules, donc avec des gouttelettes de taille plus grosse qui permettent d'aboutir à des précipitations. Ce sont les deux principales voies d'action des aérosols sur le climat. Il y en a quelques-unes plus indirectes, mais ces deux-là représentent l'essentiel de l'effet induit.